comme ça, je céderai la parole pour voir un autre côté, un côté de réflexion, de communication, de philosophie, avec notre cher collègue M. Aboul Hassani, vous le connaissez tous, Aziz Alina, hein, c'est sûr, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'intitulé de son intervention, quelle pédagogie pour les réformes au Maroc? Donc, merci beaucoup. Voilà, vous savez, devant un problème tel que le problème des réformes, et en particulier les réformes financières, on ne peut qu'être disparate, hein, et dispersé, hein, en ce qui concerne une recherche, hein, d'une cohésion interne de la problématique. Donc je vais essayer d'être un petit peu cohérent, malgré bon gré l'étanchéité du problème. Donc, je ne parlerai que de ce qu'il faut, hein, ici-bas, traiter en termes d'économie et plus précisément du nouveau régime économique au Maroc, par rapport à réforme et par rapport à réforme financière. Donc ceci nous amène à dire qu'il va s'agir, si vous voulez, en termes de relations primaires, de l'homo economicus. L'économie ne peut se repérer que par rapport à l'homme. Donc l'économie et plus précisément les finances ne peuvent jouir d'une relation intransitive ou bien moyenne. La finance et l'économie ne sont pas réflexives. Elles sont transitives parce qu'elles s'appliquent sur l'homme et se font et se réforment et s'auto-réforment pour l'homme. Donc l'homme est omniprésent et c'est une composante qu'il ne faut pas dénigrer. Alors, eu égard de la conjoncture actuelle que vit l'individu dans la société mondiale, il ne peut qu'avoir un point de vue vis-à-vis de l'institution financière. Moi, en tant que linguiste, en tant qu'enseignant dans une institution de technologie où il y va du tertiaire, du secondaire, etc., j'ai mon point de vue et j'ai des remarques à faire là-dessus. Ceci étant dit, il m'a fallu marquer un écart par rapport à tout cela pour chercher, pour voir comment les choses se passent. Donc, ne débordons pas sur une histoire ou une historicité statistique et de réforme de la finance et de l'économie. On ne peut pas faire ceci, qui reste par ailleurs totalement à faire, à défaire et à refaire. Parce que forme renvoie directement à de la topologie, c'est-à-dire qu'on a affaire à des domaines P et des complémentaires hors P. Autrement dit, une forme, elle est finie du point de vue gradient, elle est formée, elle a une frontière bien vue, elles sont aucun hiatus, elles sont aucune hybridité. Donc, réformer, c'est aller vers une autre forme. Alors, d'où cela est-il possible? Ceci est possible parce que ce qui est finance, par exemple, pour donner l'exemple de la finance en termes de réforme, la finance a connu une histoire. Le mot finance a connu une étymologie et une érosion historique. Hein. À chaque siècle, il y a sa finance. Hein. Même en ce qui concerne les siècles de l'obscurantisme, le financier était mal vu. C'était un péché d'être un financier. Hein, c'était une vanité. D'accord? Ça concernait au départ les ressources financières, mais à un certain moment, elles concernaient les agents financiers. Hein, et c'était réservé à des agents de finance pour et dans les palais. Donc, autrement dit, il y a une constitution institutionnelle de la finance, ce qui a fait d'elle une instance juridique qui, en fin de compte, a commencé à dicter ses lois. Elle s'est procurée elle-même, hein, en tant qu'institution. Donc le problème se jouait en interne.
Mais actuellement, avec l'avènement de tout ce qui s'est passé jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à nos jours, où la crise était, jusqu'au XXe siècle, qu'un rappel pour réajuster, pour diminuer les risques, pour détecter les ondes d'incertitude, réajuster la finance. Actuellement, la crise s'est installée. Et c'est alors qu'on a pensé à prendre en considération le côté sociétal. Et s'il y a actuellement mise en relief et une valuation et une importance donnée à la finance, c'est parce que tout simplement, il y a crise. Et dès qu'il y a crise, il y a débat. Il y a débat économique. Et le débat économique ne se fait pas en dehors d'un débat financier. Alors je ramène le tout au nouveau régime de l'économie marocaine, donc dans cet acheminement. Le mois d'avril dernier, du mois de l'année 2018, il y a eu débat. Ce débat était lié au concept, si vous voulez, d'accommodation. D'accommodation apporté par le directeur de l'Ombrelle, M. Bouezza, qui parle d'ajouter, dans le but de renforcer la résilience du système bancaire et financier marocain face au choc, la réglementation prudentielle applicable aux banques et qui a été renforcée et un cadre de surveillance macro-prudentielle pour mettre en place une maîtrise des risques systémiques. Le tout se jouant bien sûr à la base d'une appréhension de la résolution du problème du chômage. Donc vous voyez l'implication du citoyen, c'est-à-dire de l'objet transitif de la phrase. Donc la commandation, c'était au mois d'avril, j'ai cité un article de France 24. Donc ensuite, le mois de juillet, par Hiba Zahawi, directrice de la supervision bancaire de Maghreb, on assiste à la survivance d'un autre, du même concept, le concept du prudentiel. Donc elle dit, nous avons demandé aux banques de préparer et d'adopter des plans d'action pour être prêts à l'entrée de la dite réforme en vigueur, notamment à travers des plans d'assainissement nécessaires avant la mise en œuvre de celle-ci. Donc elle focalise, et il a focalisé surtout sur un concept qui est très cher à M. Ahmed, les IFRS, International Financial Reporting Standards. Donc ça fait qu'on a un référentiel de base comptable applicable aux sociétés cotées sur un marché européen, etc., via des référentiels. Est-ce que vous voyez, la finance, le débat financier provient de cette crise qui s'est installée et qui, en fin de compte, ne demande pas uniquement des réformes financières, ne demande pas uniquement une appréhension des problèmes du chômage, mais des problèmes qui doivent être vus et perçus à leur source. À leur source, c'est-à-dire l'homme. L'homme, parce que, comme dirait Emmanuel Todd, dans son livre Illusion économique, dans sa préface, l'illusion économique, sans nier l'existence des lois spécifiquement économiques, montre que celles-ci ne peuvent s'exprimer qu'à l'intérieur d'un cadre beaucoup plus vaste, culturel et anthropologique. Des forces profondes telles que la stratification éducative, son mouvement, les rythmes démographiques, et c'est très important, ou les valeurs familiales héritées d'un passé très lointain, définissant un univers des possibles et de buts hors duquel l'activité de l'homo economicus n'a aucun sens. La vie économique est consciente. La structuration éducative subconsciente, c'est elle qui nous dit de faire ou de ne pas faire. Et le système familial inconscient. Vous voyez la conjoncture psychosociologique de ce que peut être une réforme financière. Ceci d'un côté, d'un autre côté pour le pédagogique. Il faut tendre la main au citoyen pour lui faire assimiler le pourquoi des réformes et, puisqu'il s'agit de réformes juridiques, n'oublions pas la chose, que ce soit financière mais juridique. Donc, poser des normes, poser des règles et avoir une procédure juridique pour leur applicabilité. Il faut une pédagogie.
et comme dirait Feldenstein, hein, la transition, hein, d'une forme à une réforme, hein, serait financée, certes en partie par l'emprunt public, c'est extraordinaire quand même, mais aussi par une réduction des retraites. C'est ce qui se passe au Maroc. Une augmentation des cotisations, c'est ce qui se passe au Maroc. Et un allongement de la durée de vie active, c'est ce qui se passe, ce qui se propose au Maroc. Un système d'incitation encouragerait les actifs employés à affecter davantage au fonds de pension que la réduction de leur contribution au système de retraite par répartition, cela dans le but de contrecarrer la baisse de l'épargne. Alors tout ceci va se faire, bien sûr, au détriment des générations futures. C'est un jeu sur le monde des possibles, sur les prévisions et sur la démographie à venir. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une pédagogie pour expliquer, mais de manière non pas seulement descriptive, mais synthétique. Quand je vous dis par exemple une bouteille plus une bouteille, vous allez me répondre, hein? Mais je pourrais répondre, hein? Une bouteille plus une bouteille égale une bouteille plus une bouteille. Et c'est correct. Mais l'enjeu, c'est la manière par laquelle il faudra pousser l'individu dans la société, non pas en lui expliquant pour apprendre, mais pour s'émanciper, pour réfléchir. Ne pas lui expliquer pour être utilitaire, ou bien utile, ou bien connaître et reconnaître la nécessité, mais pour lui permettre d'être vigilant, hein, de vivre dans la vigilance et dans ce qu'on appelle une investigation d'esprit critique. C'est ce qui manque à la finance, à l'institution financière, aux hommes de droit, hein, vis-à-vis du citoyen. Et comme je suis un citoyen, je ne peux que leur demander de m'écouter et d'essayer, bien sûr, de nous expliquer le pourquoi des réformes et de l'avenir des réformes, parce qu'ils le savent. Et je vous remercie. Belle intervention, n'est-ce pas? Alors, de toute façon, avant d'appliquer n'importe quelle réforme sur les différents plans, à la fois économique, aussi social, financier, etc., c'est nécessaire de sensibiliser le citoyen. C'est nécessaire sur le plan théorique même, comme étant un principe d'élaborer des objectifs, de fixer des objectifs à la fois intermédiaires et des objectifs à long et à moyen terme. C'est nécessaire pour le citoyen afin de comprendre la logique d'une réforme. Alors pour ce qui est du nouveau régime économique, toujours notre question principale, notre problématique, est-ce qu'on était sensibilisé en tant que citoyen marocain avant l'application de cette réforme? C'est ça la question. Hein? Donc est-ce qu'on est préparé? Pourquoi le choix de ce moment? Est-ce que c'est vraiment un moment optimal à l'application d'une telle réforme? Bien. Et je cède. Je peux vous dire par exemple en France, parce qu'on se réfère toujours à la France, c'est le référentiel historique, c'est le modèle. Donc les outils pédagogiques ne manquent pas. Hein, vous avez le guide pratique des monnaies complémentaires destiné à l'usage des citoyens, le guide de l'entrepreneur social, le guide de l'accompagnement des porteurs de projets, le carnet de route pour les acteurs d'une économie sociale solidaire, le manuel comprendre pour agir, le guide, etc., le guide de l'économie équitable, le guide du consommateur responsable. Donc, puisqu'on est dans la RSE et c'est à la mode, il faut informer le citoyen. Mais c'est peut-être parce que nous interagissons dans une économie dans sa majorité informelle. C'est là une autre question. Merci, notre cher collègue.